C'est beaucoup d'analyse, de discussion, de réflexion, jusqu'à arriver à la décision finale. Dans le Brésil, Ronaldinho, Ronaldo. Il y en a pas mal, mais si je dois en sortir un, Mbappé. Ce bonhomme là, c'est pas Zizou. Là, c'est pas Zizou. Là, c'est le truc. Je vais faire le choix du cœur, je dirais Ronny, parce que voilà, il a laissé sur son passage un héritage extraordinaire. Lucas peut jouer ici, peut jouer là. C'est le l'attaquant. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeux en triangle, le deuxième déjà dans cette saison 2. Les semaines passent, le temps se rafraîchit un petit peu, mais qu'importe, Geoffrey Stein et David Hernandez sont toujours là pour mettre du soleil dans vos vies. Ciao ragazzi, comment ça va? Salut Arthur, salut Jeff, ça va super et j'espère que nos éditeurs vont bien aussi. Ouais, j'espère qu'ils ont du soleil dans le cœur, comme dirait Enrico Macias. Ça part très fort en termes de références. Avant de présenter l'épisode du jour, un petit rappel classique. N'hésitez vraiment pas à partager ce podcast comme vous le faites avec les vidéos de chats sur YouTube et à nous mettre une note comme sur Airbnb, sauf que nous, on ne fera pas votre lit. Allez, trêve de plaisanterie. On a du pain sur la planche. Il va falloir une très grosse planche parce qu'aujourd'hui on va parler de 3 milieux de terrain au volume énorme, 3 milieux polyvalents qui sont absolument indispensables à 3 des plus gros clubs européens, N'Golo Kanté, Joshua Kimmich et Marco Verratti. Et petite surprise, grosse surprise même, on vous avait parlé de nouveautés, en voici une, l'apparition du Joker de luxe, un invité qui peut être un joueur, un ancien joueur, un entraîneur ou ex-entraîneur, qui viendra apporter son expertise, voire ses souvenirs à ce podcast. On est donc ravis de pouvoir compter sur le tout premier guest de l'histoire de Jeux en triangle, monsieur Benoît Chéroux, que vous connaissez déjà évidemment, l'ancien milieu de terrain de Lille, Auxerre et Marseille, aujourd'hui consultant pour Prime Video, nous fait l'honneur de participer à ce débat, lui qui en connaît un tout petit peu sur ce qui se passe dans l'entrejeu. On le remercie donc une première fois. Il n'est pas autour de la table avec nous, mais on a pu échanger longuement avec lui autour de ces 3 joueurs, Kimmich, Kanté, Verratti, donc vous l'entendrez intervenir par séquence. En gros, si c'est pas l'accent lyonnais de David Hernandez, pas l'accent parisien de Geoffrey Stein ou pas mon accent du département de l'Ain, c'est que c'est Benoît Chéroux, mais évidemment, vous n'aviez pas besoin de ça pour le reconnaître. Donc il est l'heure de réviser votre mandarin, on va parler empire du milieu. C'est parti pour l'échauffement. Qui se lance, messieurs, pour l'échauffement avec son souvenir? David. Je vais me lancer sur Joshua Kimmich du coup. C'est un match pas récent mais qui date de la saison 2019-2020 et qui concerne le choc, le classiqueur contre le Borussia Dortmund. Alors en soi, c'est pas un match qui m'a marqué. Mais c'est le premier match que je regarde pendant cette triste ère du confinement et de la reprise des championnats étrangers pendant que notre Ligue 1 faisait relâche définitivement. Et du coup, en fait, ce qui m'a marqué, c'est le Bayern qui gagne 1-0 et c'est une victoire sur un éclair de génie de Kimmich. Et plus que le but, en fait, c'est l'action en elle-même de Kimmich sur l'ensemble de ce but qui m'a marqué parce qu'il a la récupération la récupération du ballon sur Haaland et ensuite il montre aussi cette dextérité qu'il a de faire deux petites touches pour se mettre en position de tir et masquer ce ballon piqué que personne ne voit arriver parce qu'il prend pas la formation. On voit qu'en fait il l'a déjà pris peut-être 5 secondes ou 10 secondes auparavant. Et je trouve que c'est un but qui ressemble beaucoup à ce qu'est Joshua Kimmich dans l'entrejeu. Moi, je vais enchaîner avec N'Golo Kanté. Moi, c'est très récent aussi. C'est ses performances dans le dernier carré de la Ligue des Champions la saison dernière. Pour rappel, il est homme du match de la demi-finale aller entre Chelsea et le Real, homme du match de la demi-retour, homme du match de la finale. Je trouve que c'est tout simplement énorme. Déjà, si on met ça par rapport à l'UEFA qui a quand même, comme toutes les instances, plutôt tendance à récompenser des buteurs. Donc ça vient dire à quel point ses performances étaient incroyables. Et puis par rapport au joueur lui-même, parce que personnellement, Kanté, j'en attendais pas plus. Il nous avait déjà bluffé, il nous a déjà mis tous sur les fesses. Il est incroyable. Et là, je trouve qu'il a encore haussé le niveau. Il a montré des choses en plus. On y reviendra plus en détail après, mais je trouve que ça dit beaucoup du joueur qu'il est devenu depuis sa deuxième saison à peu près à Chelsea et comment il a fait évoluer
il a fait évoluer son jeu. J'ai beaucoup de souvenirs de stade avec Verratti. Et bizarrement, je ne vais pas prendre un souvenir de stade, je vais prendre un souvenir de match devant la télé. C'est son match retour au Camp Nou en 2012-2013, son quart de finale. Il a 20 ans, 21 ans, c'est son premier gros match de Ligue des Champions. Tu joues le Barça de Xavi, Iniesta. Et ce soir-là, les maîtres du milieu, c'est Verratti et Mota. Ça me permet d'en glisser une pour Thiago aussi. C'est la révélation de Verratti et de ce duo qui deviendra aussi un trio après avec Matuidi, de ce milieu qui va quand même marquer vraiment une époque, même au niveau européen, même si ça a jamais atteint le dernier carré de Ligue des Champions. Ça faisait partie de ce PSG qui était très régulier, qui était tout le temps en quart de finale de Ligue des Champions à cette époque-là. Et voilà, Verratti, on a tout le Verratti déjà qu'on va connaître depuis des années au PSG. Il y a tout déjà dans ce match. Sa personnalité, sa capacité à sortir de la pression dans des situations improbables. Dans un match au Camp Nou, quart de finale retour de Ligue des Champions à son âge, alors que 9 mois avant, il jouait en Série B à Pescara dans son petit club formateur. Donc c'est vraiment une révélation, et je pense pour nous, pour les supporters parisiens et pour tous les suiveurs du football européen à ce moment-là. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de jouer contre lui, et c'est un joueur qui est hyper intéressant dans la première relance. C'est Pep Guardiola qui lui a rendu un sacré hommage après le match contre City. Tu peux lui mettre le ballon sous pression et il peut casser n'importe quel pressing. Et je pense que c'est là où il est le plus intéressant, en fait. Devant sa propre surface de réparation, quand on a du mal à ressortir, donner le ballon à Verratti, il va se débrouiller, il va sortir les ballons et jouer vers l'avant et casser cette première ligne de pressing. C'est là où, moi, il m'impressionne beaucoup. On sent déjà beaucoup d'amour autour de la table pour les joueurs dont on parle. On va pouvoir Il y en a. tranquillement passer à l'échauffement. Au match, d'ailleurs. C'est moi qui ne suis pas échauffé. On va faire un match, mon gars. Un match de chez match, on appelle ça. C'est parti pour le match, donc. Et on va commencer, comme d'habitude, par ordre alphabétique. Donc, c'est N'Golo Kanté sur lequel on va se pencher en premier, qui a 30 ans aujourd'hui, Kanté, joueur de poche, 1m68, qui commence en professionnel à l'US Boulogne en 2012-2013, et puis ensuite c'est Caen pour 2 saisons entre 2013 et 2015. Le grand saut vers la Première Ligue avec une saison à Leicester, et quelle saison, celle du titre des Foxes en Première Ligue. Et ensuite un transfert à Chelsea, et depuis il porte les couleurs des Blues, donc depuis 2016. N'Golo Kanté, on va peut-être revenir sur le point que j'évoquais pendant l'échauffement, qui permet de justifier d'ailleurs pourquoi on l'a mis avec Kimmich et Verratti, ce qui aurait pu paraître surprenant comme ça au premier abord. C'est un joueur qui est bien plus que ce qu'on a vu de lui à ses débuts, c'est-à-dire un gros récupérateur de ballon qui soulage ses coéquipiers devant, etc. En fait, aujourd'hui, c'est devenu un joueur, je ne vais pas dire total, parce que techniquement, c'est pas du niveau des deux autres peut-être, mais c'est un joueur qui sait faire énormément de choses et qui aujourd'hui se projette aussi beaucoup vers l'avant. Ouais, en vrai, quand j'ai regardé justement un petit peu des stats ou revu un peu des images de Caen et tout, cette capacité à se projeter vers l'avant, à jouer vers l'avant par la passe ou par la conduite de balle, il l'avait déjà, mais après c'est vrai que là il a pris une autre dimension à ce niveau-là avec Chelsea. Et c'est sûr que c'est plus du tout cette image du Kanté, point d'équilibre qui permet de vraiment s'adapter au mec qu'il a à côté de lui. Et par exemple, s'il a un Pogba en équipe de France ou un Jorginho à Chelsea, il est capable vraiment de tout le temps faire le sacrifice qu'il faut pour permettre de bonifier le collectif. Mais il a ce petit truc en plus qui lui permet en effet de jouer un peu plus vers l'avant, de prendre plus de responsabilités avec le ballon. Ça devient un joueur qui est de plus en plus complet. En fait, tu le vois encore progresser, alors que comme tu le dis, il a 30 ans. Il a eu une éclosion même express, comme tu l'as rappelé, dans son parcours. C'est qu'en 4 ans, il passe de National et de Ligue 1, Ligue 2 avec Caen, à gagner le titre en 2016 avec Leicester, alors qu'il sort de nulle part. Et au final, en passant à Chelsea, il trouve quand même le moyen de se réinventer. Et là, on peut dire aussi merci à Monsieur Sarri. C'est quand même lui qui le fait passer dans ce poste un peu de milieu relayeur. J'étais assez sceptique quand il a commencé à jouer un peu plus haut, numéro 8. Pour moi, c'était un vrai numéro 6 qui était capable de récupérer beaucoup de ballons. Mais il m'a enchanté aussi en numéro 8 avec sa capacité à faire presser ses équipes encore plus haut, justement, grâce au terrain qu'il couvre et à sa capacité à presser. Et c'était très intéressant. Il a progressé aussi offensivement dans la finition, dans la dernière passe. Et il a encore une marge de progression à ce niveau-là, je pense. Il y a un autre point que j'aime beaucoup chez Kanté, c'est la rapidité de son adaptation à chaque fois à ses nouveaux clubs.
J'ai regardé un petit peu chaque fois qu'il changeait de club. Quand il va de Boulogne à Caen, il joue directement 38 matchs de championnat avec Caen. Quand il va de Caen à Leicester, 37 matchs de Première Ligue avec Leicester. Et quand il va de Leicester à Chelsea, 35 matchs de Première Ligue avec Chelsea. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un profil que vous prenez comme ça, que vous pouvez mettre dans une équipe qui se connaît depuis peut-être très longtemps, plus ou moins longtemps, mais vous pouvez le mettre et il s'adapte parfaitement. Et évidemment, s'il peut enchaîner autant, c'est que physiquement, c'est un joueur qui a quand même la capacité d'enchaîner. J'ai regardé un petit peu, entre 2012 et 2013, enfin entre la saison 2012-2013 et la 2018-2019, il y a très très peu de matchs de championnat de ratés. C'est des saisons à 34 matchs de championnat minimum à chaque fois. Et son seul trou d'air physique, on va dire, c'est la saison 2019-2020 où il y a un petit peu plus de matchs ratés. Mais ça, c'est quand même assez bluffant de la part de Kanté. Et je trouve qu'en plus, il arrive à durer parce qu'il a un peu fait évoluer aussi son activité. Je trouve qu'il est un peu moins... c'est un peu plus structuré aussi parce que dans une équipe façonnée par Tourelle, tu es dans une structure un petit peu plus comment dire, cadrée. Mais voilà, je trouve qu'il est un peu moins foufou, il se disperse un peu moins, il gère un peu mieux son activité, ses courses. Et donc du coup, il y a vraiment on a le sentiment qu'en effet, il arrive à pleine maturité, un peu sur le tard, et ce qui est normal quand le joueur a passé sa première saison en Ligue 1 à 24 ans. Finalement, c'est normal qu'il soit formé un peu plus tard que les autres. Et on sent que là, il est en plein contrôle, en fait. En plein contrôle de ce qu'il sait faire, en pleine connaissance de lui-même. Et ça, c'est vraiment une grosse qualité, je trouve, et encore plus pour un joueur de son profil. En fait, il a une vraie science et une vraie lecture du jeu qui lui permet d'avoir cette impression de quadriller le milieu de terrain et d'être à la fois à gauche et à droite, et en même temps d'être très propre. Parce que pour un milieu de terrain, c'est un milieu de terrain qui est très propre. En l'année du titre avec Leicester, pour un milieu de terrain, il fait que 43 fautes sur les 37 matchs qu'il joue. Il fait 175 tacles quand même dans la saison. Donc c'est quelqu'un qui est dans un poste dangereux et à risque, mais qui au final trouve le moyen d'être propre et de relancer aussi très propre pour ensuite permettre à son équipe de repartir vers l'avant, quoi. En fait, quand ton entraîneur, dans les toutes premières catégories d'âge, il te dit il faut être méchant, mais du bon côté, de la bonne méchanceté sur le terrain, N'Golo Kanté, c'est l'exemple parfait par rapport aux chiffres que tu viens de donner. C'est l'agressivité, mais toujours pile ce qu'il faut. Ça colle d'ailleurs avec sa personnalité. Je veux dire, on voit jamais Kanté venir se plaindre à l'arbitre, etc. Mais bon, on va pas rentrer là-dedans parce que je trouve que justement, c'est un des travers qu'on a avec Kanté. Il est très gentil, machin truc. Et en fait, on oublie presque le footballeur énorme qu'il est. Donc ça, on va peut-être le laisser un petit peu de côté. Et au-delà de ses qualités de harcèlement, etc., je trouve qu'il a une grosse qualité de jeu sous pression aussi. Ça, on va peut-être plus insister là-dessus avec Verratti, par exemple, un peu plus tard. Mais il a une grosse qualité de jeu sous pression avec des gestes plus basiques, soit la passe, soit le petit crochet, soit la petite accélération sur 2-3 mètres. Mais je trouve que c'est vraiment un point sur lequel il a beaucoup progressé. Et Tuchel, généralement, avant même de parler de sa qualité de harcèlement, j'ai l'impression qu'il parle très souvent de son jeu sous pression depuis qu'il a rejoint Chelsea. C'est une des bonnes nouvelles en fait de se retrouver avec un mec comme Tuchel sur le banc. Et je trouve que d'ailleurs c'est ce qui est intéressant avec le parcours de Kanté à Chelsea, c'est qu'il a évolué sous l'ordre de coachs très divers. Jouer avec Antonio Conte ou Frank Lampard, c'est pas la même chose que Mauricio Sarri ou Thomas Tuchel. Donc du coup, ça lui a donné une palette de plus en plus large, je trouve, au fil des années. Et après, on dit qu'il a évolué dans son jeu avec ballon. Comme vous le dites, il y a toujours cette capacité de harcèlement et tout. Mais en termes de récupérateur, vraiment, dans le duel, pour récupérer un ballon, il n'y a quasiment pas meilleur aujourd'hui au monde. Une des choses les plus difficiles pour moi dans le football, c'est de récupérer les ballons dans les pieds des adversaires. Et lui, il est très très fort, il excelle dans ce registre-là. Et il arrive à avoir déjà les bons appuis par sa vivacité, par sa tonicité, mais aussi de sentir les coups, de l'anticipation, dans la manière dont l'adversaire va orienter son corps pour contrôler le ballon. Il est toujours du bon côté. Bon, malheureusement, il faut quand même évoquer aussi des limites. Il est capable d'avoir des gros trous d'air. On se rappelle de sa finale de la Coupe du Monde 2018. Il fait un gros mondial, mais la finale, il sort très tôt, remplacé par Nzonzi. C'est un joueur qui dépend énormément de son état physique. Il y en a d'autres qui vont compenser ça, une forme un petit peu moindre par des grosses qualités techniques, notamment au milieu de terrain. Parce que pour le coup, au milieu de terrain, bien sûr qu'il faut être bien physiquement, mais si tu es un petit peu moins bien, tu peux compenser par ta qualité technique, ton pied, etc. Lui, il a peut-être moins ça que les autres. Et donc, s'il n'est pas au top physiquement, ça se voit beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'on le voit pas rater des matchs très souvent, mais quand il en rate un, c'est vraiment dans les grandes largeurs, quoi. Ouais, et puis il a plusieurs petits tournants ratés en équipe de France.
On se souvient aussi de son match contre l'Irlande en 8e de finale de l'Euro 2016 où il sort à la mi-temps et derrière finalement il revient pas dans les 11 types sur la suite de la compétition. Son Euro 2020 ou 2021 est pas incroyable non plus. Donc voilà, il manque encore cette compétition, même si en effet, comme tu le dis, à la Coupe du Monde, il est monstrueux en dehors de la finale. Mais du coup, il y a un petit goût d'inachevé. Après, mine de rien, voilà, on a dit il est champion du monde. Son palmarès commence à bien peser. Il y a la Ligue des Champions, il y a la Ligue Europa, Première Ligue, Cup. Globalement, il a gagné tout ce qu'il pouvait gagner, parce que bon, avec le SM Caen ou l'US Boulogne, c'est un peu plus compliqué de gagner des trophées. Donc voilà, c'est quand même, on commence à être sur un palmarès sérieux pour N'Golo Kanté. Il a un palmarès exceptionnel. Et c'est peut-être aussi la limite que je vais mettre sur Kanté, c'est que on t'a dit qu'on n'en parlait pas, mais son caractère un peu introverti et plus renfermé peut aussi lui coûter, par exemple là, en parlant du Ballon d'Or, il a gagné, il est meilleur joueur des demi-finales, de la finale, et il gagne avec des champions. On en a un petit peu parlé comme potentiellement un des favoris du Ballon d'Or, mais depuis 2-3 mois et que les saisons ont repris, les championnats ont repris, son nom il a disparu de la circulation. Son euro joue beaucoup. Ouais, il y a eu l'euro et puis il fait plus de matchs. Il a eu peut-être des pépins là, récemment, donc il a fait des matchs sur le banc à Chelsea. Donc c'est sûr que malheureusement il a disparu des radars. Mais je suis assez d'accord que même s'il n'avait pas disparu des radars, par sa personnalité, tu te mets moins en avant et il va pas avoir la communication de Benzema par exemple sur les réseaux pour aller chercher Ballon d'Or. Peut-être juste pour terminer sur le palmarès que tu évoquais, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il s'est construit, c'est vrai, un joli palmarès en très peu de temps et dans des équipes qui n'était pas forcément destiné à gagner quand il y est arrivé. Le titre de Leicester, je veux dire, personne ne l'attendait. Quand il débarque à Chelsea, c'est pas un Chelsea qui est taillé pour gagner la Ligue des Champions, clairement. Ils finissent 10e. Même quand il arrive, ils sont champions la saison d'après. Et la saison, avant qu'il arrive, la saison où Leicester est champion, Chelsea finit 10e et n'est même pas qualifié. Exactement. Et l'équipe de France, il rentre en équipe de France en 2016 quand l'équipe de France est en reconstruction. Donc il participe à chaque fois à cette ascension avec toutes les équipes dans lesquelles il joue et c'est assez intéressant. Serais-tu en train de dire que Kanté est un porte-bonheur ? Non, plutôt, c'est un bon joueur, voilà. Il est pas mal. Utile. Et on va pouvoir enchaîner avec Joshua Kimmich. « 26 ans, notre ami international allemand, 1m76, Leipzig, où il évolue entre 2013 et 2015, et puis ensuite un transfert au Bayern Munich, très jeune, un Bayern avec lequel il a gagné déjà énormément de titres. Je commence par là, parce qu'en fait, il est déjà en train de se tailler les palmarès, enfin, il est sur des bases des Raphaël Varane, des Sergio Ramos, des Dani Alves, où ça gagne énormément de titres très tôt. Là, il est déjà à 6 Bundesliga, 3 Coupes d'Allemagne, 5 Super Coupes d'Allemagne, la Ligue des Champions, la Super Coupe de l'UEFA, la Coupe du Monde des clubs. Et il est encore très jeune, 26 ans. Donc je trouve que c'est l'archétype du jeune joueur du Bayern qui gagne tout de suite et qui est destiné vraiment à devenir une très très grosse star. Ce qui me plaît, c'est son caractère. Quand il est sur le terrain, on sent qu'à chaque duel, il envoie 110%. Que ça soit sans le ballon, avec le ballon, sa polyvalence aussi, le fait qu'il ait changé de poste, qu'il puisse jouer arrière droit, milieu excentré, piston, 6, je l'aime beaucoup en numéro 6, son jeu a bien évolué. Et contrairement à Verratti, justement, on voit que c'est un joueur, il a 26 ans, je crois, il est encore très jeune. Et il a progressé en changeant de poste. Je pense que c'est très formateur quand on change de poste aussi, parce que tu sais dans quelle zone, par exemple, le latéral droit, il va être plus facilement trouvable dans la profondeur, etc. Quand tu es milieu, si tu as joué les deux postes, tu connais les caractéristiques de ces deux postes. Et en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que jamais on n'aurait imaginé dans les années 2000, typiquement, je prends les latéraux français, genre un Thuram ou un Lizarazu, pouvoir faire cette transition entre latéral et milieu de terrain. Ça, c'est vraiment un signe de l'évolution du jeu et l'évolution de ce poste de latéral aussi. Et Kimmich est clairement dans cette dynamique-là. Je trouve que c'est vraiment le mix idéal entre tout un tas de qualités. C'est-à-dire que techniquement, c'est très fort. Tu parlais de son but contre Dortmund il y a maintenant à peu près 1 an et demi. C'est un vrai symbole, le mec qui est capable de mettre un petit ballon piqué. Intensité physique, parce que dans les duels, c'est un vrai mec qui va au mastic. Et sens tactique. Parce que je trouve que c'est un mec qui est capable de faire beaucoup de compensations dans des groupes où, par exemple, au Bayern, que ce soit avec Nagelsmann ou même Flick, c'est des équipes du Bayern qui vont beaucoup vers l'avant, beaucoup pressées. Lui, il arrive toujours derrière à faire les compensations, beaucoup d'intelligence. Donc, franchement, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de milieux pour moi
qui sont aussi complets que Joshua Kimmich, qui sont capables d'être aussi importants dans leur premier tiers que dans le dernier tiers. Et quand tu y penses, c'est l'un des milieux de terrain référence aujourd'hui déjà, et presque, même s'il a joué beaucoup moins de matchs, un latéral de référence en fait. J'avais d'ailleurs noté quelques stats quand il est latéral, il est extrêmement décisif. Je crois qu'il est soit par la passe, soit par le but, décisif presque un match sur 2 quand il joue arrière droit. Enfin, c'est juste énorme, quoi. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait son influence, aussi bien comme latéral que comme milieu au Bayern Munich, elle est presque équivalente. Alors, ça ne veut pas dire qu'au milieu de terrain, il fait moins de choses que ce qu'on pourrait attendre de lui. C'est qu'au contraire, quand il était latéral, c'était presque une rampe de lancement du Bayern, alors qu'il évoluait sur un côté. Mais sur les statistiques, il touche presque. J'ai comparé avec 2019 et 2020. Il touche plus de ballons en étant latéral, que presque 200 ballons de plus sur l'ensemble de la saison. Et il délivre autant de passes clés. Moi, ce que je trouve très fort tactiquement chez lui, pour revenir encore au jeu sous pression, parce que c'est quand même un aspect essentiel du rôle de milieu de terrain, c'est que vous avez Kanté et Verratti qui souvent s'en sortent alors qu'ils ont 2-3 joueurs autour d'eux. Kimmich, je trouve qu'il arrive toujours à faire le déplacement juste pour justement être déjà dans le sens du jeu et avoir la liberté et les quelques secondes pour pouvoir orienter sans avoir à faire un dribble, sans avoir à être en difficulté en fait. Très souvent, il est dans un espèce de fauteuil. Je pense que c'est aussi facile, entre guillemets, de jouer dans cette équipe du Bayern. C'est tellement une machine de guerre que je pense que même des joueurs beaucoup moins forts pourraient s'épanouir et être très bons aussi. Mais il m'impressionne surtout dans son jeu long, dans l'orientation du jeu et dans ces petits ballons qu'il arrive à piquer dans des petits espaces dans le dos de la défense adverse à chaque fois pour trouver les attaquants. Ça, c'est des petits ballons dont il a de secret. Ouais. C'est un joueur prototype Bayern en fait. Vraiment, tu peux pas faire plus dans le moule Bayern, qui est symbolique de cette domination actuelle du Bayern sur la Bundesliga et même globalement sur l'Europe. C'est à peu près unanimement considéré comme l'équipe européenne la plus impressionnante aujourd'hui. Et je trouve qu'il est vraiment symbolique de ça aujourd'hui, ce qui est assez impressionnant même s'il est plus si jeune pour son âge. Et aussi ce que je trouve vraiment intéressant avec lui, c'est que c'est un vrai leader. Vrai leader, il a un état d'esprit vraiment irréprochable, tout le temps à fond, tu le vois, il harangue ses partenaires. Tu le sens aussi positif, là où par exemple un Thomas Müller peut être un leader un petit peu plus bougon, entre guillemets négatif, même si ça emmène ses partenaires aussi d'une autre manière, mais un peu côté good cop, bad cop. Mine de rien, il est déjà vice-capitaine de l'équipe d'Allemagne, Kimmich. On sent vraiment qu'il y a aussi cette détermination à écraser, quoi. C'est vraiment très allemand ou très Bayern, mais tu sens que Kimmich, ça fait partie des mecs, s'il peut en mettre 8, il en met 8. Voilà. Et il va toujours maintenir son équipe sous pression pour faire en sorte d'écraser l'adversaire. Et ce qui est intéressant, c'est à la fois le moule Bayern et à la fois les influences entre guillemets extérieures, même si c'est des personnes du Bayern. C'est-à-dire qu'on parlait de l'âme à côté duquel il a commencé, mais il y avait aussi Xabi Alonso. C'est une sacrée référence, parce que tu parlais de Schweinsteiger, je trouve qu'il y a un petit côté Xabi Alonso aussi dans sa manière de jouer, et puis Pep Guardiola. Dans sa capacité à être très influent, comme tu disais David, comme latéral, est-ce qu'avec un autre entraîneur que Guardiola, il aurait eu autant de responsabilités quand il jouait derrière? Je ne suis pas sûr, donc il a aussi profité de ça. Donc je pense que ce soit les coachs, les joueurs à côté desquels il a joué, il est vraiment tombé sur les bonnes personnes pour devenir un joueur aussi complet, aussi jeune en fait. Ce qui est presque problématique avec lui, c'est qu'il est tellement régulier, tellement fort tout le temps, qu'on l'oublie presque en fait. Il y a rarement des matchs où tu te dis « Waouh, Kimmich, il est incroyable !» Parce qu'en fait, vu qu'il est tout le temps bon, bah, ça passe un peu sous les radars. Et je trouve que ça nuit un peu à son image, notamment hors d'Allemagne, globalement, même si les suiveurs du foot, on va dire, voilà, identifient très bien qui est Kimmich. Le grand public qui n'est pas allemand et qui suit un peu moins le foot, voilà, Kimmich, ça parle pas forcément. Aussi parce qu'en sélection, pour le coup, peut-être quelque chose d'un peu moins structuré. Là, avec Flick, peut-être ça va changer un peu. Il est arrivé dans une équipe d'Allemagne qui était un petit peu en pseudo-reconstruction, qui se cherchait un petit peu sur les dernières années du mandat de Joachim Löw. On sent qu'il y a un petit peu plus de difficulté à imposer sa patte, à savoir vraiment quel est son rôle, quel est même son poste. Il est à 64 sélections déjà, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un impact en équipe d'Allemagne qui est encore bien moindre que ce qu'il peut apporter avec le Bayern, et ça joue aussi peut-être sur son image à l'international, ou en tout cas sur l'Europe. On va pouvoir passer à notre ami italien Marco Verratti. Alors Verratti, 28 ans, on repasse à un format de poche, 1m65.
Donc il a démarré, comme tu le rappelais tout à l'heure Geoffrey, du côté de Pescara en Italie, et puis ensuite directement le PSG. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on évacue tout de suite le côté négatif de Marco Verratti, comme ça après on fait plaisir à Geoffrey? T'as trouvé des côtés négatifs? Non, quelques-uns. Non, Verratti aujourd'hui, on va revenir après sur le joueur extraordinaire qu'il est. Évidemment, aujourd'hui, ce qu'on a aussi en tête quand on pense à lui, c'est les pépins physiques, peut-être l'hygiène de vie et ce côté qu'on apprécie, mais qui peut être aussi agaçant, ce côté un peu gamin sur le terrain où je vais parler à l'arbitre et je m'agace et je prends toujours les cartons. Et ça a presque pas changé depuis les débuts. Voilà, Marco Verratti, c'est un sacré personnage. Moi, je trouve ça dommage. Au bout d'un moment, tu vas juger le joueur aussi sur sa maturité, surtout que c'est un des plus anciens maintenant avec Marquinhos dans l'effectif du PSG. Donc, ça doit être un cadre autant grâce à sa technique, grâce à sa qualité de footballeur, que par rapport à sa maturité, sa capacité à calmer les autres et avoir le contrôle sur le match. Et quand tu t'énerves tout le temps après l'arbitre, en fait, il y a un gros décalage pour moi, Verratti. Quand il reçoit le ballon, il a beau être pressé par 4 ou 5 joueurs, il est toujours calme. Quand il y a une faute, il est jamais calme et il va toujours s'attaquer à l'arbitre et tout ça. S'il était aussi calme avec les arbitres que quand il reçoit le ballon sous pression, je pense que ce serait encore un meilleur joueur parce qu'on le verra encore plus sur le terrain, il serait dans la maîtrise de ses émotions. RMC lui avait consacré un documentaire qu'ils avaient appelé L'éternel enfant. Et pour moi, on est clairement là-dedans. Ce qui a ses qualités, parce que c'est grâce à ça qu'il peut être, comme je l'ai dit, au Camp Nou, comme s'il était dans son jardin ou avec ses potes en Italie. Et ce qui peut être très frustrant et énervant parce qu'en effet, il est tout le temps à discuter, tout le temps à râler, tout le temps à faire des gestes improbables, des fautes qui sortent de nulle part. Enfin, voilà, c'est Verratti. Après, c'est vrai qu'il y a cette frustration aussi, comme tu le disais, sur l'hygiène de vie. Là, ça fait quand même 4 saisons de suite qu'il n'atteint pas les 40 matchs, toutes compétitions confondues en club. Quand on sait que Paris va quand même très souvent loin en Ligue des Champions, dans les coupes nationales, bah ça fait quand même beaucoup de matchs ratés à chaque fois parce que tu dois au moins atteindre les 45, 50 si tu es un milieu un peu régulier. 95 matchs ratés sur blessure depuis 2015-2016. Donc c'est vraiment énorme. Voilà, il y a cette réputation de joueur qui aime bien faire la fête, que tu peux prendre en photo avec une clope au bec de temps en temps. Voilà, c'est Verratti. Voilà, comme tu le disais, en fait, j'aime pas trop ce mot, mais un mot qu'on utilisait quand on était jeune, c'est il est attachant. Il est attachant. Voilà. Oh oui. Ouais, alors, peut-être que le mot va être un peu fort, mais tu as ce sentiment vraiment de gâchis. Oh ouais, c'est très fort. Voilà, c'est un peu fort dans le sens où, en fait, t'en attends tellement de lui que tu as cette part de frustration quand tu le vois, que tu le vois faire le match comme il a fait contre City, où il revient après un mois de blessure, et le mec, t'as l'impression qu'il est tout seul au milieu de terrain et qu'il peut rien lui arriver. Et derrière, il enchaîne un peu moins bien avec l'Italie lors de la Ligue des Nations. Tu vas peut-être apprendre au final qu'il a une petite blessure, une musculaire. Donc en fait, tu as cette frustration de ne pas le voir enchaîner. Mais je trouve qu'il y a un peu un parallèle avec Pastore, dans le sens où les supporters parisiens ont énormément d'amour pour lui. Sauf qu'à la différence de Pastore, les pépins physiques que Verratti a, tu as un peu l'impression qu'il les cherche. Verratti, contrairement à Pastore, quand il est sur le terrain, il déçoit très rarement. Voilà. Et Pastore, il y avait une frustration aussi de ce qu'il produisait sur le terrain, alors que Verratti, 90% des matchs qu'il va jouer, il va être bon. Donc t'as moins ce reproche-là que tu peux lui faire, quoi. On va parler de points un peu plus positifs. Merci. Ça, c'est quelque chose qu'il dit souvent. Verratti, il rentre sur le terrain pour s'amuser, pour prendre du plaisir. C'est une phrase qui peut paraître bateau. Je rentre sur le terrain pour prendre du plaisir et je ne me mets pas la pression. Mais vraiment, je pense ne jamais avoir vu un joueur qui transpire autant le plaisir et la sérénité sur le terrain. J'ai vraiment jamais ressenti une quelconque pression, quel que soit le match. Une finale de Ligue des Champions ou un match à Angers. Quand Verratti avait le ballon dans les pieds. On parle beaucoup de jeu sous pression, là pour le coup pour moi c'est le meilleur du monde quasiment aujourd'hui dans le jeu sous pression, sa capacité à sortir de situations mais improbables, des photos où tu le vois au milieu de 3 mecs et il arrive quand même à sortir avec la balle parce que malgré sa petite taille ou grâce à sa petite taille, il a pas mal de contre favorables parce qu'il y va vraiment, il met vraiment de l'intensité physique quand il met le pied et moi ce que je trouve impressionnant chez lui c'est sa faculté à allumer la lumière dans un désordre total. C'est-à-dire que tu as l'impression que tout va se refermer autour de lui et il va trouver soit la passe, soit le dribble qu'il faut pour sortir. Franchement, je ne vois pas aujourd'hui
J'en avais parlé après le match contre City. Je vois pas aujourd'hui un milieu à vocation défensive avoir une influence sur son équipe aussi grande que Verratti entre s'il est là ou s'il est pas là. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des joueurs, enfin il y a plein de milieux, les Kanté et Kimmich dont on parle aujourd'hui, sont importants pour leur équipe. Mais en fait, ils ne modifient pas à ce point le visage de leur équipe s'ils sont là ou pas là. Pour un joueur qui joue d'abord dans son camp, moi je trouve ça fou. Mais c'est marrant parce qu'on parle de joueurs à vocation défensive, mais à la fois c'est un joueur qui est capable de jouer n'importe où. Avec Pochettino, on l'a vu jouer en 10, on l'a vu jouer un cran plus haut, on l'a vu jouer devant la défense. Pourquoi en 10 pour moi c'était un peu du gâchis, parce que tu le mets beaucoup dans des situations dos au but où il sera pas forcément le meilleur. Mais à partir du moment où il a le jeu face à lui, pour moi, qu'il soit en 6 dans un 4-3-3 ou dans un double pivot, en fait là, ce qu'il faut avec Verratti, c'est lui donner le maximum de liberté possible. Tu organises, et par exemple, c'est pour ça qu'avec un Gay, ça marche très bien, c'est que Gay va aller chercher très haut et va aller harceler, et Verratti derrière, c'est tout dans l'intelligence, le placement, la compensation. On n'a pas beaucoup parlé de cet aspect-là pour l'instant, mais sa capacité de récupération de balle est vraiment très intéressante. Avec son petit spécial, le tacle qui est 2 secondes avant, mais parce qu'il a déjà tout vu. Et en fait, l'adversaire, il ne peut plus faire autre chose. Donc il arrive quand même à récupérer le ballon. Comme on disait avec Kanté, et c'est aussi lié certainement encore à leur taille, beaucoup de ballons récupérés dans les pieds, sans savoir trop comment, mais il arrive à mettre le pied où il faut, à avoir la bonne anticipation sur un dribble. Beaucoup de ballons récupérés dans les pieds, et surtout cette faculté derrière à toujours le rendre plus propre que ce qu'il a récupéré. C'est ce qui rend son jeu défensif vraiment intéressant, c'est en fait la transition défense-attaque qu'il arrive à faire. Peut-être qu'à par rapport à un Gay et un Herrera, comme on le voit actuellement, il a moins, dans le PSG actuel, il a moins cette faculté à pouvoir casser les lignes, balle au pied, ou même rien que dans la course, par rapport à quand tu as un Neymar ou un Messi qui sont beaucoup plus statiques et moins dans la profondeur. Je trouve que en sentinelle et avec Gay et Herrera, il est beaucoup plus, son rôle est beaucoup plus important que s'il était un relayeur. Ouais, je suis d'accord. Là, dans cette configuration de Paris-là, je suis d'accord. J'attends juste de voir au moment où Paredes revient. Parce que finalement, l'année dernière, je trouvais intéressant le Paredes-Verratti-Gay qui finalement se rapprochait du Mota-Matuidi-Verratti. Parce que la relation technique Paredes-Verratti commençait à être vraiment intéressante. Donc j'attends de voir si on arrive à un moment à aligner ces trois-là au milieu, mais même, on verra en termes d'organisation et tout, c'est compliqué avec les mecs de devant. Mais voilà, la relation technique Paredes-Verratti m'intrigue beaucoup et me fait dire qu'il y a peut-être une solution pour pouvoir mettre Verratti un peu plus haut quant à Paredes qui te permet le circuit de relance de base. Tu vois. Après, le problème de Verratti un peu plus haut, c'est que dans les 30 derniers mètres, il y a la qualité de passe, mais ça reste trop neutre quand même. En termes de statistiques, c'est trop neutre. Avec sa technique, je pense qu'il pourrait finir avec 10 passes décisives et peut-être 5 buts par saison. Ce n'est pas le cas. Je trouve qu'il ne prend pas suffisamment de risques offensivement alors qu'il a la technique pour le faire justement. Après, c'est une technique de finition. C'est différent d'une technique de passe ou de couverture de balle là où il excelle. Et d'ailleurs, on va peut-être le rapprocher un peu de Kanté à ce niveau-là. À côté de ça, Kimmich, il y a un vrai gap par contre, parce que là, il y a une frappe de mule, il y a vraiment une qualité de passe, de dernière passe et de finition beaucoup plus importante chez Kimmich que chez les deux autres, à mon sens. On peut passer au temps additionnel et au classement de chacun. Additionnel, 3 minutes minimum. 3 minutes de bonheur en plus. Bon David, tu as commencé l'échauffement. Geoffrey, tu vas pouvoir nous dire pourquoi tu mets Verratti titulaire. Eh bien non, surprise, ça sera Joshua Kimmich, pour moi le titulaire de ce jeu en triangle. C'est pour moi aujourd'hui le milieu relayeur ou défensif, on peut mettre un peu le qualificatif qu'on veut, le plus complet. Il a absolument aucun défaut je trouve. Et c'est le plus jeune des trois, donc il y a encore une marge de progression. C'est un joueur qui est à la fois beau à voir, qui est entraînant, parce que personnalité vraiment très forte. Voilà, je suis persuadé qu'il va vraiment marquer son époque et qu'on n'est qu'au début de ce que va faire Kimmich dans le football européen. Je vais prendre Verratti en remplaçant. Comme je l'ai dit, je pense qu'il y a quand même peu de joueurs et même si en effet peut-être que le PSG un petit peu chaotique de Pochettino amplifie cette image, mais il y a quand même peu de joueurs qui sont capables à ce poste-là de transfigurer à ce point une équipe et d'être à ce point fort avec le ballon, de sortir de toutes les situations. Sa relation avec le ballon, je la trouve incroyable. En effet, il marque peu. Par contre, les petits ballons, les passes, c'est toujours dans le bon tempo, c'est toujours bien dosé.
il a une qualité technique que j'ai rarement vue. Vraiment, cette finesse technique, je l'ai rarement vue. Donc voilà, Marco Verratti en remplaçant, et Kanté, je le mets là peut-être parce que c'est une question de sensibilité vraiment pur terrain. Peut-être un joueur auquel je m'identifie moins que les deux autres. Aussi parce qu'on parlait de son évolution. Mine de rien, dans les stats, ça se voit pas tant que ça. Il a marqué un seul but, je crois, depuis 2019 en club. Il manque encore ce petit truc. Mais par contre, je crois vraiment au fait que même s'il a 30 ans, il peut encore évoluer et encore grandir. Donc je lui donne encore le bénéfice du doute. Mais pour moi, en tant que joueur, il est moins rayonnant et il fait moins des différences par rapport aux deux autres dans ce qu'il peut apporter. Je vais avoir le même titulaire que toi avec Kimmich et je vais globalement pas apporter des arguments très différents des tiens. Pour moi aussi, il a tout. J'aime beaucoup le fait qu'il ait grandi avec des grands, comme on en parlait tout à l'heure, des grands joueurs, Guardiola, donc des grands coachs aussi. Un joueur total, un gagnant, une grosse personnalité et un joueur fiable, une notion chère aux yeux de Thomas Tuchel par exemple. Très très fiable, décisif, et en plus il a ce côté un petit peu élégant, j'allais dire plus que les deux autres. Verratti c'est assez élégant aussi, mais voilà, vraiment tout pour plaire et tout pour faire gagner surtout. Mon remplaçant, moi, ça va être N'Golo Kanté par contre, avec comme argument majeur le fait qu'il enlève beaucoup de poids aux autres en fait. Il facilite tellement le travail de ses coéquipiers sur le terrain, je trouve que c'est vraiment remarquable, tout en étant capable en plus de faire ce que certains de ses coéquipiers font dans la projection, donc c'est assez intéressant. Même si après je vais préférer les milieux de terrain qui ont une grosse qualité de pied, lui il a un tel volume que vraiment ça me fait un petit peu oublier ces petits travers peut-être techniques de temps en temps. Et au placard, Verratti, ça fait mal de le mettre au placard, mais là je le sanctionne. C'est sanction pour tous ces cartons évitables, pour toutes ces blessures évitables aussi. Je reste bloqué sur le fait qu'il n'a pas assez évolué à ce niveau-là. Je peux pas dire que c'est pas un joueur fiable parce que comme tu le disais justement, quand il joue, c'est très très rarement décevant. Mais on veut le voir jouer plus, Verratti, et j'ai l'impression qu'on n'y arrivera jamais, donc c'est un peu frustrant. Et moi je vais partir sur Joshua Kimmich aussi titulaire. J'avoue qu'un peu le côté robotisé que peut avoir le Bayern Munich, et on en avait déjà parlé avec Lewandowski quand on avait fait les attaquants, m'énerve entre guillemets un petit peu parce que tu as l'impression que les joueurs sont sans sentiment et qui sont là vraiment pour marcher sur l'adversaire. Mais quand tu vois le palmarès qu'il a à 26 ans, l'expérience qu'il a acquis et cette capacité, comme on a dit, d'être aussi autant influent en termes de latéral droit que comme un milieu défensif, font que c'est le prototype même du milieu récupérateur, relanceur de notre génération, quoi. En remplaçant, je vais mettre Marco Verratti parce que même si il a ce côté frustrant, même en n'étant pas fan du PSG, il y a quand même beaucoup d'amour pour ce joueur qui a été un véritable, peut-être par rapport aux deux autres, un véritable espoir du foot italien et européen, et qui a quand même réussi à répondre à certaines attentes, même s'il n'a pas répondu à tout. Mais comme il change tellement la face du PSG, comme tu l'as dit Geoffrey, que c'est impossible de le mettre ailleurs qu'au moins sur le banc. Et enfin N'Golo au placard. Même si on ne veut pas en parler, je trouve qu'il paye quand même son manque de reconnaissance et son manque de mise en avant, aussi bien personnel que par les médias, etc. Et c'est ce qui me fait le mettre en dessous, pas en dessous parce que c'est pas en dessous, parce que son rôle est vraiment important, que ce soit en équipe de France pour permettre à Pogba d'exploser, de casser les lignes, ou à Chelsea où il a réussi à se réinventer. Mais je trouve qu'il est un ton en dessous, de par aussi son éclosion tardive des deux autres. Mon titulaire, ça sera N'Golo Kanté, justement pour sa capacité à aider l'équipe à presser très haut et à positionner le bloc beaucoup plus haut, et sa capacité à récupérer les ballons et sa générosité. En numéro 2, je mettrai Kimmich pour ses facultés de leader et sa régularité. Et numéro 3, Verratti, parce que c'est un joueur tellement beau à voir, mais on reste tellement sur notre faim parce qu'on aimerait qu'il progresse et qu'il passe un cap encore. Et je rajoute un tout petit truc sur Verratti, c'est que
Ce qui joue aussi beaucoup dans mon esprit, c'est le fait d'avoir gagné l'Euro avec l'Italie. Il n'a plus gagné que des titres nationaux avec le PSG, où son palmarès, finalement, on ne savait pas trop comment le juger parce que Paris domine le football français. Là, avec un bel Euro qui gagne avec l'Italie, je trouve qu'il a pris une autre dimension aussi à ce niveau-là. Il a prouvé qu'il pouvait gagner à un très haut niveau. Bon, c'était encore un classement difficile, mais encore un épisode très agréable à enregistrer. On remercie une nouvelle fois Benoît Chéroux pour ses interventions et son expertise dans ce podcast, et on espère pouvoir vous présenter dans les prochaines semaines d'autres invités de ce calibre. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas encore une fois à partager cet épisode, à en parler, à lui mettre une petite note, un petit commentaire, ça fera toujours plaisir et ça sera surtout très utile. Voilà, j'ai plus qu'à vous remercier, messieurs, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain numéro. Salut à tous. Ciao tutti. Grazie.